Là, on part sur une manœuvre de remise en tête. Ouais. Le mécanicien va prendre son poste. Des manœuvres comme celle-ci, il y en a eu beaucoup au cours du week-end des 15 et 16 juin. Le train à vapeur d'Auvergne a emmené ses passagers le samedi sur la ligne de Commentry à Gannat, sur un parcours franchissant pas moins de 5 ouvrages d'art remarquables. 2 viaducs qui ont été construits par la société Eiffel, 2 autres par Caille et Yves-Lille et un viaduc en maçonnerie en cours. Des points communs entre les 5, ils sont très hauts et très étroits et leur traversée est toujours un moment un peu particulier, voire impressionnant. Quand vous êtes debout dans le couloir, c'est le vide, donc il y a un petit frisson quand on passe dessus. Et le dimanche, un voyage vers Vichy, avec à bord des passagers bien ancrés dans leur époque, dont un qui a résolument fait le choix de privilégier le train pour la plupart de ses déplacements et décidé d'en assurer la promotion au travers de livres et d'un site web voyagerentrain.fr. On a commencé par ce média-là, on a lancé en janvier 2020, vraiment pour donner tous nos conseils pour voyager en train, que ce soit en France ou en Europe. Et d'autres passagers tout droit sortis d'une lointaine époque, celle où le chemin de fer n'en était qu'à ses premiers balbutiements. C'est ainsi que parmi eux se trouvait Napoléon III en personne, venu fêter à Vichy son 171e anniversaire. J'ai réuni des amis proches qui me sont chers pour célébrer cet anniversaire. Comme tous les ans à Vichy, se déroulait en effet ce week-end-là la fête Napoléon III. Et il était possible d'y venir cette année en train à vapeur. Je vous raconte tout ça dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. C'est la deuxième fois que le train à vapeur d'Auvergne fait halte à cette époque dans la petite gare de Bellenave, située dans l'Allier. L'an dernier, c'était avec une locomotive diesel, mais Henri, président de l'association, avait fait la promesse de revenir cette année avec une machine à vapeur à l'occasion du festival Rurail et vous, organisé par l'association Watt, Once Upon a Train. C'est un pari en fait qu'on a fait, mais c'était quelque chose qui était préparé. On savait qu'on allait avoir beaucoup de monde finalement, et on a eu une forte mobilisation des locaux pour venir prendre le train directement. Et donc une majorité de personnes qui habitaient Gannat, Bellenave, qui sont venues prendre le train pour découvrir la ligne. Et quelle ligne, même si elle n'est pas très longue. 54 km seulement séparent Commentry et Gannat, ces deux extrémités. Habituellement, elle est parcourue par des TER qui assurent la liaison Clermont-Ferrand-Montluçon et constitue l'une des sections de la ligne Lyon-Bordeaux, une relation qui n'est plus desservie dans son intégralité depuis de nombreuses années. Initialement, le projet de création d'une telle ligne a été proposé par la Compagnie du chemin de fer du Grand Central en 1853. Après sa disparition, qui intervient dès 1857, c'est la Compagnie du Paris-Orléans qui fut chargée d'entreprendre les travaux de la partie ouest de la ligne à partir de 1863. La traversée de plusieurs départements de l'Auvergne nécessitait de prévoir de nombreux ouvrages d'art pour le franchissement de plusieurs ruisseaux et rivières qui avaient creusé au fil du temps de profondes vallées. Ce sont des tunnels et des viaducs. Dont 2 viaducs qui ont été construits par la société Eiffel, 2 autres par Caille et Yves-Lille et un viaduc en maçonnerie en courbe, le viaduc de la Perrière. Donc c'est des ouvrages qui sont magnifiques, pour certains classés, et qu'on a envie de mettre en valeur autrement que par en dessous avec la route. Les curieux ont été nombreux à répondre à l'appel de l'association du train à vapeur d'Auvergne, puisque ce sont plus de 400 personnes qui sont montées à bord de ce train des viaducs qui, parti de Clermont-Ferrand, son port d'attache, est venu stationner à Bellenave, le temps de laisser passer ou de croiser quelques TER. Il a ensuite réalisé plusieurs navettes entre d'un côté Gannat et de l'autre la Pérouse, rencontrant sur le premier tronçon de ses parcours les viaducs de Neuvial et de Rouzat. Ces 2 ouvrages d'art ont été construits à l'époque par une entreprise qui venait de voir le jour, mais qui allait bientôt beaucoup faire parler d'elle. Eiffel et compagnie.
Ça vous dit quelque chose? Toutefois, ce n'est pas Gustave Eiffel qui a suivi personnellement les travaux, mais son associé Théophile Seyrig. Parmi les nombreux ouvrages d'art que l'on doit à l'entreprise, le viaduc de Neuvial. Il s'appuie sur 2 culées en maçonnerie, situées à chacune de ses extrémités, l'une d'elles étant constituée d'une très grande arche. Son tablier s'appuie à l'ouest sur celle-ci et à l'est sur une pile en maçonnerie. Un pilier métallique le soutient en son milieu. Sa hauteur est de 44 mètres, sa longueur de 160. Le viaduc de Rouzat, également appelé viaduc de la Sioule, est tout proche. Il s'élève quant à lui à 60 mètres au-dessus de la rivière. Sa longueur est d'un peu plus de 180 mètres. Son tablier repose sur 2 piles métalliques, s'appuyant elles-mêmes sur des massifs en maçonnerie, dont un est plongé dans la rivière. Pour le voyageur, la vue est vertigineuse. Ces viaducs non seulement sont très hauts, mais ils sont très fins. C'est-à-dire que quand vous êtes debout dans le couloir, c'est le vide. Donc il y a un petit frisson quand on passe dessus. Et, les limitations de vitesse nous imposent de ralentir un petit peu sur les viaducs, mais à l'arrivée, on s'autorise aussi à marquer un petit arrêt de très courte durée en toute sécurité pour pouvoir ensuite repartir de plus belle. Sur le parcours Bellenave-la-Pérouse, ce sont 3 autres viaducs qui sont traversés par le train. Celui de la Bouble est long de 300 mètres et haut de 62. C'est également un ouvrage d'art métallique, mais son constructeur est la société Fivelil. Il repose sur 5 piles en fonte et est prolongé par une section en maçonnerie reposant sur 17 arches. Celui de la Perrière, construit intégralement en maçonnerie, il est long de 125 mètres, haut de 34 et comporte 8 arches d'une portée de 12 mètres chacune. Son originalité sur cette portion de la ligne, il est en courbe. Également construit par Fivelil, celui du Belon est long de 231 mètres 40 et haut de 48 mètres 55. Toute la journée du samedi, le train à vapeur d'Auvergne va faire différents allers-retours à partir de Bellenave, franchissant à de nombreuses reprises ces différents ouvrages d'art remarquables, les 4 viaducs métalliques étant même classés monuments historiques. Mais le dimanche, au petit matin, un nouveau départ est donné pour une autre destination. On part de Bellenave, puisqu'on a stationné à Bellenave, puisque notre train faisait un peu partie de la fête ruraille qui s'est déroulée. Et ensuite, on descend à Gannat, on va aller à Saint-Germain-des-Fossés, on va redescendre à Vichy, on va faire quelques navettes Vichy, Saint-Germain-des-Fossés, et ensuite, en fin de journée, on redescend à Clermont-Ferrand, et on devrait y arriver aux alentours de 18h. Parce que Vichy, c'est pas quelque chose de particulier aussi aujourd'hui. Vichy, c'est une grande fête de Napoléon III qui aimait venir faire du thermalisme à Vichy, en Auvergne, qui a quand même exigé que la section de la ligne Paris-Clermont ait une petite antenne qui descende jusqu'à Vichy pour pouvoir se rendre en train, faire du thermalisme. Donc si on a maintenant un Paris-Clermont qui va directement via Vichy, c'est grâce à lui. Il faut croire que le thermalisme ça conserve, puisque Napoléon III a pu monter dans le train à Vichy pour faire un petit aller-retour jusqu'à Saint-Germain-des-Fossés. Il était venu dans la région fêter ses 171 ans. Il s'agit aujourd'hui de mon anniversaire. Je suis né le 18 juin. Nous sommes à Vichy depuis vendredi soir. Et nous avons profité des festivités qui sont offertes dans la ville à l'occasion de cet anniversaire. Bravo! Ambiance garantie. Quelques-uns des 200 figurants habillés en costume d'époque participant à la grande fête historique que la ville organise chaque année ont accueilli le train à son arrivée à Vichy et sont montés à bord. En raison de la configuration du réseau ferré local et aussi du fait que par définition un train à vapeur est une rame tractée, de nombreuses manœuvres ont été réalisées par l'équipe de conduite tout au long du week-end pour, à chaque fois, replacer la locomotive en tête du train et repartir dans une nouvelle direction. La machine n'est pas celle du train à vapeur d'Auvergne, la leur est en grande révision, mais celle du GADEFT, une association nîmoise qui préserve la 140C-27, une locomotive construite en 1916 et mise en circulation en 1917. On va s'installer comme on peut en cabine, le confort dans une locomotive à vapeur restant toujours assez rudimentaire, et on va partir pour une manœuvre de remise en tête. Le mécanicien va prendre son poste, on va avoir le pilote SNCF qui va nous accompagner, et puis l'idée, c'est de passer de l'autre côté de la rame pour repartir dans l'autre sens. Alors, pendant que tu fais de manœuvres comme ça, toi, tu as besoin d'alimenter en charbon ou Non, alors donc l'objectif du chauffeur, comme je le disais tout à l'heure, c'était de fournir de la puissance vapeur en fonction de ce qu'on va consommer. Donc là, pour l'instant, on ne consomme rien, on n'alimente pas. Mais voilà, si les besoins évoluent, l'alimentation évoluera.
pendant la manœuvre, Ouais. souvent, ils vont avoir des échanges particuliers par rapport aux consignes de manœuvre, par rapport aux autorisations de circuler. Donc des fois, on a tendance à pas faire trop de bruit Oui, d'accord. pour justement les laisser se concentrer. Se concentrer sur la manœuvre. Oui, parce que vous êtes toujours accompagné par un CTT, un pilote SNCF, voilà, y compris dans les zones de manœuvre, évidemment, pas que sur la ligne. En fait, c'est du moment qu'on est sur RFN, et y compris les voies de service, hein, on est dans le giron de la SNCF. SNCF Réseau. Voilà, voilà. Et ce que tu expliquais là, c'est que toi, toute l'équipe, vous ne connaissez pas la ligne. Voilà, donc c'est vous ça. avez quelqu'un qui, par contre, la pratique Tout à fait, régulièrement, oui. qui sait C'est vous ça. indiquer la signalisation, C'est ça. la limitation de vitesse. Donc, quand on est sur la grande ligne, on va avoir le pilote qui va nous guider parce que lui il connaît la ligne, il a la connaissance de la ligne. Et en fonction des gares et de la taille des gares, des fois on a une personne habilitée spécifiquement de la gare qui va venir avec nous pour la manœuvre. On a eu le cas par exemple à Longueville pour faire des manœuvres particulières et puis ça nous est arrivé aussi à Lyon-Perrache pour aller manœuvrer sur un dépôt. Voilà. Parce que la personne a une connaissance particulière du faisceau de voie sur place. Là, manifestement, il faut aller relativement loin pour pouvoir trouver les aiguilles pour manœuvrer. En fonction du plan de voie, de la signalisation, il faut qu'on dépasse certains signaux pour avoir l'information d'autorisation de retour. Et puis en fonction aussi de ce qui est prévu comme manœuvre, on peut nous faire doubler entre guillemets par la voie d'à côté, mais si c'est une voie traversante avec un train prévu, ben, parfois on va nous faire attendre un train, doubler par une voie plus lointaine, enfin, tout dépend du thème qui a été arrêté par la SNCF. Alors cette locomotive-là, comme elle est amenée à circuler sur le réseau ferré national, je suppose qu'elle a des équipements forcément qui permettent de déclencher sa présence, enfin de signaler sa présence, donc de déclencher la signalisation. Qu'est-ce que, là typiquement sur cette machine, qu'est-ce que vous avez par exemple? Donc ce qu'on a comme équipement spécifique pour la signalisation, c'est principalement deux composants. On a notre indicateur de vitesse qui est un flamand SNCF. Ce flamand-là va avoir deux choses, un indicateur de vitesse et un retour de signalisation. Et la troisième chose qu'il a en plus, c'est un enregistreur de bande. Et donc l'information de vitesse, c'est un piquage direct mécanique sur la roue. Et le signal électrique de la répétition de signaux, elle est prise sur les crocodiles et on va avoir des brosses qui vont faire le contact électrique et nous ramener le signal. Et donc c'était ça le sifflement qu'on a entendu tout à l'heure. D'accord. C'était le retour d'un signal qui était sûrement jaune. D'accord. Ouais. Un avertissement, Voilà, un avertissement pour dire qu'on était sur voie déviée ou autre. Il a actionné sa marche, donc son inverseur de marche, c'est ce qui permet à la fois de déterminer le sens de marche et de réduire ou augmenter le couple et donc la vitesse maximum de la machine. Là, elle va partir à l'autre bout, donc en fait, on va se retrouver dans cette situation-là de circulation. Ouais. C'est moins facile quand même, non, pour Oui, c'est vrai, percevoir, c'est particulier. Donc il y a des contraintes. En vitesse maximale avec temps d'air à l'avant, selon les configurations 50, voire même 30 km/h. Et en termes de visibilité, c'est certain, ça fait partie des facteurs. Ouais, c'est moins facile à... Moins facile, oui, il y a moins de visibilité. Quand on roule en chaudière en avant, la vitesse maximale, c'est combien sur cette Sur cette machine? machine, c'est 80. Vitesse maximale 80 km/h. Comme vous pouvez le constater, ça bouge beaucoup. Sur des machines comme ça, c'est des machines très rigides. Et donc qui dit rigide, dit que ça transmet les vibrations et donc du coup on le ressent vachement en faveur. Donc en fait on constate que quand on est sur le châssis de la machine, ça bouge beaucoup plus et dès qu'on se met sur le temps d'air qui est sur bogie, Ah oui, oui. là d'un coup on sent la différence. Ouais, bah, c'est comme une corail quoi. Ouais, c'est vrai. Là, il y a une réserve de charbon de combien de... Donc là en termes, donc ça c'est le temps d'air, c'est un temps d'air de construction ou de conception allemande, 34X, donc 34 pour 34 mètres cubes, ça c'est la réserve en eau. Et donc le plan incliné qu'on a devant nous, c'est la réserve en charbon, là il y a à peu près 11 tonnes de charbon en capacité. Ouais. Là, pour le voyage, il va falloir que vous aurez facile le plein. Disons qu'on a fait le plein, le plein à Clermont hier, enfin avant-hier. Hier on a passé une journée, on a dû faire bien 150 km, donc on en a consommé une bonne partie.
Et puis là, avec la journée d'aujourd'hui qui nous attend, on va arriver proche de la fin. Et vous allez aller à Clermont sans avoir refait le... Sans avoir refait. Non, là on a largement l'autonomie pour faire les 2 journées. Oui. Disons que selon les lignes, bien sûr, tout dépend de la déclivité, mais on peut faire environ 500 km avec un temps d'air plein. Donc il y a quand même de la marge. Alors forcément, dès que ça commence à être pentu, on va en consommer un peu plus. C'est un peu un stress, non, pour le chauffeur de se dire est-ce que je suis pas en train de trop consommer Je dirais pas que c'est un stress. Enfin, moi personnellement, je pense pas, et je pense pas que les autres chauffeurs ce soit un stress. Comme vous pouvez le voir, ça tombe par gravité, mais ça a tendance à avoir un peu du mal à venir du fond. Donc en fait, il faut sans arrêt gratter, ramener le charbon vers nous. C'est peut-être le plus sportif, le plus compliqué. À la limite, ça c'est un stress. Là, tu vérifies ton feu. Ouais, on jette un coup d'œil toujours assez régulièrement. Qu'est-ce que tu regardes? Là, l'idée c'est de voir la couleur. Oui. Donc là, on voit que les zones sombres, ces zones froides, c'est là où le charbon il est soit brûlé, soit collé. Et ensuite, la partie claire, c'est ce qu'on veut. C'est la braise. Là, on sait qu'on va devoir travailler le feu pour préparer le feu. Voilà, comme je disais tout à l'heure, l'idée du chauffeur, c'est de fournir ce qu'on a besoin. Là, pour faire une manœuvre sans charge à vide, tout à l'heure, on avait à peu près 14 bars. Là, on est descendu à 12, 12,5. Mais c'est largement suffisant. On sait qu'on a 1 heure d'arrêt, donc on n'a pas besoin d'exciter. Il n'y a pas de rame derrière, voilà, il n'y a pas besoin de monter au maximum. Et puis même, il y a cette notion d'économie que les anciens avaient aussi, de dire pas brûler du charbon. Il y avait une prime à l'époque, à l'époque SNCF, le charbon, prime d'économie de charbon, tout à fait. Et les équipes qui consommaient le moins avaient une récompense sur un sorte de classement, on va dire, pour comparer les équipes, quoi. Donc c'est resté un petit peu, on va dire, ce côté-là. Les chauffeurs comme toi, aujourd'hui, vous avez toujours ce challenge, là, vous le faites toujours ou pas du tout? Ouais, c'est un challenge dans le sens où, pour nous-mêmes, se dire qu'on peut être bon ou mauvais si on met plus ou moins de charbon, mais il y a aussi cet aspect pour l'équipe, pour le groupe, ça a un budget de tourner une assos comme ça, c'est un budget de rouler. Et aujourd'hui, le charbon, c'est pas le même prix qu'à l'époque. Donc voilà, il y a cet aspect financier qui est important. Essayer de pas trop gaspiller, essayer de limiter les soupapes, donc limiter le gaspillage de manière générale. Et le charbon, vous en trouvez où? Parce qu'en France, on n'en produit plus, je pense. Oui, on n'en produit plus depuis un moment. Il y avait une époque où le charbon se trouvait assez facilement. Aujourd'hui, on essaie de le trouver. On le trouve là où on peut. On le trouve là où on peut. L'avantage du charbon, c'est que c'est quelque chose qui est produit et transporté en masse. Et puis en plus, à chaque étape, il y a un acheteur, un revendeur, un acheteur, un revendeur. Donc on trouve des stocks un peu de partout. Le nôtre, on le trouve en Allemagne. Il y avait une époque où on le trouvait en Belgique. Et puis c'est toujours des stocks. C'est pas miné. Oui. Donc c'est pas encore un souci. Parce qu'on pourrait dire qu'un jour, les associations comme les vôtres vont peut-être avoir des problèmes pour se procurer des charbons. Tant qu'il reste des produits, surtout des pays consommateurs de charbon, pour l'instant, ça va. À notre échelle, on consomme très peu de charbon. Oui, c'est pas la SNCF qui était le plus gros consommateur. Tout à fait, nous on fait peut-être 10 trains dans l'année à tout cracher. On ne va pas consommer pareil qu'une centrale thermique en Allemagne. Voilà. Donc là, le mécanicien va venir accoster sur une rame. Il vient d'avoir l'information par radio de l'agent de manœuvre que la rame à quai est serrée et qu'il va pouvoir venir s'appuyer directement sur le convoi. Et pour que la tâche puisse se faire, il va falloir pousser à un moment. Donc là, il va s'arrêter un petit peu avant, c'est ça? Il va ralentir. Alors ça dépend du mécanicien, mais si l'agent de manœuvre lui donne l'autorisation de venir s'accoster directement, il n'a pas besoin de marquer l'arrêt. Après, effectivement, dans la procédure, on va souvent appliquer un arrêt quelques mètres avant de faire l'appui.
2 bonnes heures d'arrêt, ce qui laissera à l'équipe le temps de se restaurer, le train à vapeur d'Auvergne va réaliser quelques navettes entre Vichy et Saint-Germain-des-Fossés, ce qui sera l'occasion de nouvelles manœuvres de remise en tête de la locomotive dans chacune de ces gares. Je vais profiter du temps que me laisse l'une d'entre elles pour rencontrer un passionné non pas de train, mais de voyage en train, pour qui se déplacer autrement est devenu une nécessité, voire une évidence. Il est l'auteur d'un site internet, voyagerentrain.fr, et de livres dans lesquels il partage ses conseils pour partir en week-end ou en vacances, en prenant le train, même quand on a une famille. Au départ, on voyageait avec n'importe quel moyen de transport. Et en 2019, on s'est dit qu'on allait vraiment privilégier le train. Et en fait, c'est devenu vraiment le transport idéal pour voyager. Nous, on voyage avec des enfants, qui ont 6 et 8 ans aujourd'hui. Et que ce soit en France ou en Europe, c'est vraiment le moyen de transport idéal pour voyager pour nous. Vous vous intéressiez un petit peu au monde ferroviaire avant ou c'était vraiment une découverte? Pas du tout, plus comme tout le monde. On aimait bien les beaux trains, mais après rien de particulier comme ça. On ne s'intéresse pas forcément au matériel ferroviaire en lui-même, mais plus à l'expérience du voyage. Alors cette expérience de voyage vous a amené à écrire des livres, puisque maintenant il y en a un deuxième qui arrive. On peut peut-être parler du premier pour commencer, qui est ça s'appelle Voyager en train en France. Ouais, ça s'appelle Voyager en train en France. Donc en fait, dans ce livre, on a vraiment mis tous nos bons plans et conseils et expériences pour vraiment que les gens puissent trouver toutes les offres qui existent en France. Parce qu'on dit souvent que le train c'est cher, alors qu'en fait c'est surtout les TGV qui sont chers. Il y a plein d'offres dans chaque région. Il y a 13 régions, c'est-à-dire 13 politiques tarifaires différentes. Donc il y a des cartes de réduction, des passes illimitées. Il y a des régions où les enfants ne payent pas. Et en fait, tout ça, on a regroupé vraiment tout ça au même endroit pour vraiment que les gens aient un ouvrage clé en main pour pouvoir découvrir le pays facilement. C'est vrai, c'est pas toujours facile de s'y retrouver effectivement dans les offres tarifaires, même dans simplement la possibilité de savoir d'où à où on peut aller en train facilement, avec quelle correspondance, etc. C'est vrai que c'est pas forcément, pour les gens qui sont pas effectivement des férus de ferroviaire, c'est pas forcément évident de connaître tout ça, quoi. Mais non, il y a surtout les grandes lignes, c'est facile. Par exemple, si on part de Paris, oui, c'est facile de faire Paris-Marseille. Mais c'est vrai que nous, on habite en province, on habite à Rennes, en Bretagne. Et en fait, il existe des transversales. Par exemple, nous de Rennes, on peut aller à Strasbourg directement, à Marseille, sans passer par Paris. Et les changements de gare qui peuvent être un peu pénibles, faut prendre le métro ou un taxi. Avec les bagages, c'est compliqué. Et en fait, il existe plein de petites astuces comme ça, de petits tips qu'on met vraiment qu'on a mis dans le livre. Ah, donc le livre, c'est ces conseils-là de voyage. Je crois qu'il y a aussi des portraits de cheminots ou de passionnés. Du coup, dans le livre, il y a aussi 10 portraits de personnes qui travaillent à la SNCF, mais aussi de voyageurs. Donc, on a une personne qui voyage en vélo plus train, une personne qui voyage en fauteuil roulant. On a aussi des personnes qui sont engagées dans la transition écologique, qui montrent que le train, c'est le meilleur mode de transport. Le plus écologique, il y a d'abord la marche et le vélo, mais c'est vrai que et nous on a vraiment voulu mettre en avant d'autres personnes pour pas faire non plus un monologue de 160 pages, donc pour vous donner d'autres points de vue que le nôtre dans le livre. Et au-delà du livre, maintenant il y a une carte qui a été créée. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, quelle est la démarche par rapport à ça? Du coup, on a rencontré il y a quelques semaines une personne qui voulait créer une carte ferroviaire de la France, donc c'est un peu la carte Michelin, mais la carte ferroviaire avec les parcs nationaux, toutes les lignes qui existent, et tout ça, ça permet vraiment de voir sur une carte où est-ce qu'on peut aller en train, et vraiment une nouvelle façon de voyager. Et puis, voyager en train, vous avez donné en France, vous a donné envie d'aller un peu plus loin. Donc il y a un deuxième livre maintenant qui va sortir à l'automne, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On est sur la rédaction du livre Voyager en train en Europe. Donc on a voyagé, sur les 2 dernières années, on a passé 8 mois sur les rails, dont un tour d'Europe de 4 mois avec nos filles. Donc en fait, on a plein d'astuces et conseils à donner. Et depuis qu'on a sorti le livre Voyager en train en France, tout le monde nous demande et l'Europe, on voudrait bien avoir aussi des conseils. On s'est lancé. Et le livre est actuellement en précommande et nous, on est en train de le rédiger. Il sera disponible à l'automne. Alors pour ceux qui sont en précommande, c'est sur Ulule que ça se passe. Et pour Voyager en train en France, qui est déjà sorti, ou qui est sur le point de sortir, pour les gens qui s'y intéressent, qui ne sont pas passés par la phase de préfinancement par Ulule, ils vont le trouver à quel endroit?
Alors pour voyager en train en Europe, du coup, il est sur Ulule jusqu'au 21 juin. Après, il sera disponible sur notre site, toujours en précommande, donc jusqu'à l'automne, jusqu'à sa sortie. Et pour voyager en train en France, il est disponible dans toutes les librairies sur commande. On est dans une vingtaine de librairies aussi en France. Il est directement présent en physique. Et sinon, on peut se le procurer aussi sur voyagerentrain.fr. On a commencé par ce média-là. On a lancé en janvier 2020, vraiment pour donner tous nos conseils pour voyager en train, que ce soit en France ou en Europe. Et les livres, c'est vraiment la continuité de ce média en ligne. Parce qu'on voulait vraiment sortir du tout en ligne. Parce que moi, on adore les livres. Et on voulait avoir aussi notre livre où vraiment tout est répertorié au même endroit. Parce que c'est pas la même expérience d'avoir du papier, de feuilleter que d'être sur. On est sur des écrans toute la journée. Donc c'est vrai que de sortir un peu des écrans, c'est vraiment sympa. Rendez-vous sur le site www.voyagerentrain.fr pour en savoir plus sur ces différents projets. Sur celui du train à vapeur d'Auvergne, www.trainvapeur-auvergne.com pour découvrir la suite du programme de sa saison et de celles qui suivront. Pour prendre des nouvelles du GADEFT, c'est sur www.gadeft.com. Enfin, pour la suite de votre voyage avec aiguillage, je vous propose cet autre reportage consacré à d'autres viaducs répartis un peu partout dans l'Hexagone. Et de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes ferroviaires.